Les Voix de l'Esprit. Les Voix de l'Esprit. Un podcast éclairé et éclairant avec Julie et Clément. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, Les Voix de l'Esprit. Alors je suis en compagnie de mon acolyte Clément. Bonjour Clément. Bonjour Julie, comment vas-tu ? Ça va bien. Nous avons eu une belle discussion la dernière fois. Et cette fois-ci, nous avions envie d'aborder le thème des apparences. Un thème qui est ressorti dans cette conversation qui concernait le chaos. Et nous avons beaucoup parlé justement de ce rapport à ce que nous voyons, à ce que nous identifions dans la vie, et au jugement qu'on peut porter sur ce qu'on voit à travers nos filtres. Ces fameuses apparences qui, bien souvent, dissimulent l'essence des choses et nous invite souvent à revenir à nous-mêmes. Les problèmes que l'on rencontre souvent lorsqu'on se sent incompris sont pas liés à la communication ou à la capacité à s'exprimer ou faire passer une idée. Ils sont davantage liés à la réception de cette même information. C'est-à-dire qu'à partir d'un mot, d'un sujet, la personne va activer tout un ensemble de filtres à l'intérieur d'elle-même qui vont la couper de la véritable nature de ce qui est dit pour susciter une émotion qui va prendre le dessus et qui va transformer ce qui est reçu. C'est important de savoir que notre réalité, finalement, vécue, est différente de la réalité. On reçoit les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles que nous sommes. Donc si nous sommes parfaitement alignés, dans une écoute pure et active, sans porter aucun jugement à ce qui est dit, alors à ce moment-là, nous pouvons recevoir l'information telle qu'elle est dans sa plus nette expression. D'ailleurs, il est facile de voir que si je mettais 10 personnes en face de moi à ce moment même, et que je leur demandais de synthétiser ce que je viens de dire dans les quelques secondes qui précèdent, eh bien, chacune d'entre elles aurait potentiellement une version différente, même si, effectivement, pour la majorité, ou pour une partie en tout cas, eh bien, ça pourrait être la même chose. Mais au moment même où vous m'écoutez, où vous écoutez Julie, eh bien, certains d'entre vous reçoivent l'information telle qu'elle est, et d'autres pas. Voilà, en fonction de... Vous allez adhérer finalement à ce que nous sommes en train de proposer, ou s'il y a des parts en vous qui se mettent tout à coup à résister et à dire non, c'est pas possible, quand moi on me dit quelque chose, j'ai forcément bien compris, et c'est l'autre qui s'est mal exprimé. Donc finalement les apparences peuvent être très propres à chacun. Oui. Mais il y a aussi des apparences collectives, c'est-à-dire qu'on entretient collectivement, comme par exemple que la vie d'une jeune personne vaut plus que la vie d'une personne âgée. Un exemple parmi d'autres, mais il y a beaucoup d'autres apparences qu'on entretient collectivement. Alors ça c'est vraiment c'est un sujet, c'est le sujet le plus sensible lorsqu'on parle du décès et de la mort. Forcément c'est ce qui fait réagir le plus, et donc à partir de là la personne va activer tout un tas de mécanismes de défense à l'intérieur d'elle-même qui ne seront pas du tout les mêmes d'un individu à un autre, même si collectivement, effectivement, on peut retrouver des prêts-à-penser qui sont comme admissibles ou inadmissibles par une grande majorité. J'ai souvent utilisé cet exemple dans un couple où l'un des deux partenaires se retrouve quitté. Et pour une personne, ça va être très douloureux parce que il tenait à la personne et il l'aimait. Et pour d'autres, ça va être un grand soulagement parce que il n'attendait que cette séparation. Donc ça fait partie des prêts-à-penser. Lorsque vous êtes dans la rue et que vous rencontrez une personne et que vous dites moi je suis séparé de mon conjoint ou de ma conjointe, vous avez une réaction automatique en face. C'est pour ça que on peut parler de prêt-à-penser collectif et donc d'apparence collective, où la personne va se mettre à
à vous prendre un peu comme en pitié, ou en tout cas, si c'est pas de la pitié, mais au moins en compassion, alors que peut-être que pour vous c'est très joyeux, c'est-à-dire que vous vous sentez parfaitement libre de retrouver votre célibat, et que, au contrario, c'est une délivrance et une libération. Vous voyez que même dans nos réactions relationnelles, nous avons des prêtes à répondre, des prêtes à penser, des prêtes à se comporter, qui sont comme ça collectifs. Si on revient à ce que tu disais, Julie, concernant le décès d'une personne âgée, d'une personne jeune, ou même des circonstances où le décès a lieu, mais chacun va avoir son avis. Hein, chacun va dire « Ah ben il est décédé à tel âge, donc c'est qu'il lui restait peu d'années finalement, et puis il était en mauvaise santé, donc il a bien vécu, etc. etc. » Mais vous avez eu pendant le Covid des personnes qui ont exprimé à l'inverse, puisque à vouloir sauver les personnes âgées en considérant qu'une vie était une vie, eh bien on a privé tous les actifs, par exemple, de pouvoir se rendre au travail en les confinant. Donc je ne suis pas encore en train une fois de dire quelle est la meilleure attitude à adopter, mais simplement de dire, voilà, s'il n'y a pas de meilleure réponse, est-ce qu'il n'y a pas une réponse unique qui est de considérer que la vie, lorsqu'elle est, elle est, et lorsqu'elle s'arrête, elle s'arrête. C'est-à-dire qu'encore une fois, on revient à ce regard, sur la mort, où on considère que lorsque la personne part, c'est juste. C'est peut-être douloureux, on va éprouver beaucoup de souffrance à se séparer d'un être cher, on va éprouver un sentiment de perte, parce que c'est quelque part la perte d'une partie de soi. D'injustice parfois. D'injustice, ouais. Mais que le processus de deuil qui consiste du coup à aller observer en soi la part qui est meurtrie et à la dissoudre, est bien souvent pas faite. Et lorsqu'on s'autorise comme ça à vivre cette tristesse qui est là, cette perte, jusqu'au bout, eh bien, c'est ce qui nous permet de regarder après ce départ avec une plus grande sagesse. Pour ne plus cultiver aux yeux du monde, lorsque ça nous est souvent recommandé, d'être triste, longtemps, d'avoir perdu un être cher. Hein? Parce qu'il faut qu'on marque le coup. Hein? Il faut que les autres sachent que c'était important. Hein? Il ne faut pas que le mois d'après, on entende la musique chez vous et qu'on vous voit en train de danser en passant à l'aspirateur. Parce que c'est pas sociétalement correct. Vous venez de perdre un être cher. Voyez-vous? Ou de vous séparer, ça peut être la même chose dans une séparation. Ça peut être la même chose. Il faut marquer le coup de la perte, quoi. Hein. Ouais. Et tout ça, ce sont des comportements qui sont assez généralisés et qui nous empêchent véritablement à la fois de faire le deuil, au sens littéral du terme, c'est-à-dire aller en soi vivre la partie qui est meurtrie, et qui nous empêche aussi de revenir dans la vie pleinement. Tout ce que j'ai dit là, évidemment, n'est pas là pour dire que on doit être détaché de tout, et que rien n'est grave, etc. C'est simplement que si chacun prend en responsabilité cela, eh bien, le monde va encore une fois se permettre de sortir des apparences et de voir qu'une vie ne vaut pas moins qu'une autre, et que la façon dont une personne part, c'est-à-dire les circonstances de sa mort, n'ont pas à être jugées non plus, c'est-à-dire que si la personne est victime d'un accident, ça n'a pas à être moins douloureux et moins triste qu'une personne qui serait victime d'un agresseur. Ou d'une maladie. Ou d'une maladie. Mais c'est aussi abandonner l'illusion de contrôle sur la situation, d'une certaine manière. Ça demande vraiment de regarder la vie comme étant un processus dont on prend part et finalement qu'on ne contrôle pas. Et ça, dans notre société, en plus notre société occidentale, c'est vraiment difficile à admettre
qu'on n'a pas le contrôle ni sur les choses, ni sur les êtres, que ce soit par les actes ou par les pensées, en fait. C'est ça qui amène justement les gens à juger beaucoup, c'est cette idée que en jugeant, en donnant leurs opinions, en agissant pour ou contre, ça rappelle le chaos, ce qu'on disait, mais l'idée de changer en fait les choses et donc de les contrôler d'une certaine manière, et donc de contrôler également les êtres, ce qu'ils peuvent penser. On le fait au quotidien avec nos propres enfants d'ailleurs, on le fait tous autant que nous sommes. Et oui, ce contrôle peut aller jusqu'à vouloir contrôler la vie, donc la mort, des êtres qui sont autour de nous. Trouver des responsables aussi, c'est une forme d'expression du contrôle qu'on n'a pas eu dans, par exemple, un accident qui s'est produit, et en trouvant des responsables à cet accident, c'est un sentiment de contrôle qu'on va avoir sur la situation a posteriori. Oui, pour rétablir une forme de justice. Mais si vous vous mettez à interroger toutes les personnes qui ont été victimes de harcèlement, de viol, de violence, quelle qu'elle soit, et que vous leur demandez si elles se sentent mieux après que leur agresseur ait été jugé et condamné, aucune d'entre elles ne vous dira qu'elle est soulagée. Elle pourra se sentir sécurisée de savoir cette personne entre quatre murs, mais c'est tout. Mais cette sécurité, qui est une sécurité temporaire, puisque la personne va ressortir, à moins qu'elle ait hérité de la peine à perpétuité, n'est donc pas une véritable libération, puisqu'elle est conditionnée par l'enfermement de l'agresseur. Au moment où il ressort, il y a toujours un stress qui remonte chez ces personnes-là, qui traduit que véritablement l'expérience traumatique n'a pas été dissoute. Il est illusoire de croire et de penser que lorsqu'on va trouver un responsable, un coupable à la situation qu'on a vécue ou qu'un proche a vécu, cela va rétablir l'équilibre. À aucun moment cela ne le rétablit. Puisque, nous l'avons exprimé lors du premier podcast, ça a même tendance à générer davantage de chaos. Puisque lorsque j'agis à partir de cet espace, qui est celui de la peur, je génère des conséquences qui sont fondées sur la même fréquence. L'univers est créé de tout un tas de fréquences, et nous, êtres humains, nous relationnons, nous vibrons sur certaines fréquences. Les fréquences, par exemple, d'injustice, dont tu parlais tout à l'heure, lorsqu'on est victime, en tout cas lorsqu'on est dit victime. On se dit victime. Lorsqu'on se dit victime d'une situation de vie, eh bien les fréquences de l'injustice et de la victimisation, de la plainte, vont s'agglomérer et vont attirer d'autres personnes qui sont sur le même mode de pensée et vibratoire. Comme tout ce qui s'agglomère, eh bien ça va créer une addition, voire même un produit, c'est-à-dire que ces fréquences vont se démultiplier, vont grandir, grossir, etc. Et ces fréquences attirent forcément les mêmes, c'est-à-dire des personnes qui, eux aussi, se sont sentis victimes et agressées dans leur vie, et qui, au lieu de réagir par un sentiment de plainte, vont réagir par un sentiment d'attaque. C'est-à-dire, au lieu d'être dans une forme de repli et d'autodéfense, vont réagir par un sentiment d'attaque. Et en réalité, dans l'expression, c'est diamétralement opposé, c'est-à-dire que vous allez avoir d'un côté des victimes et de l'autre côté des bourreaux ou des agresseurs, mais la fréquence qui est celle de l'injustice est la même. Pour mettre un terme à l'illusion, la vie fait rencontrer ces deux personnes pour qu'elles cessent l'une de vouloir dominer l'autre et l'autre de se soumettre. Pour que le jeu du chat et de la souris, le jeu de la victime et du bourreau, puisse être enfin reconnu pour ce qu'il est, une illusion. Une apparence. Une apparence. C'est inacceptable pour l'humain que nous sommes de reconnaître ça, puisque lorsqu'il nous arrive des expériences douloureuses et malmenantes, le premier réflexe
et qui est, j'ai envie de dire, humain, et de vouloir trouver, si ce n'est un responsable, en tout cas, une cause à l'extérieur de nous. Puisque nous n'acceptons pas de prendre en responsabilité que nous sommes créateurs de notre propre réalité par l'émanation, l'émission de fréquences que nous nourrissons consciemment ou inconsciemment. C'est par cette inconscience, l'inconscience que nous vibrons des choses de cette nature, que nous vivons des expériences douloureuses. Le processus d'évolution de l'humanité est un processus d'évolution de la conscience. C'est-à-dire précisément de mettre en lumière, donc en conscience, ce qui est inconscient. Et plus nous faisons cela, plus nous devenons libres, puisque maître de nos pensées, maître de notre verbe, et maître de nos actes et de nos décisions. Donc il est à notre service que lorsque nous rencontrons des expériences confrontantes, elles sont le reflet de nos pensées inconscientes qui sont mises en lumière par l'expérience douloureuse que nous rencontrons. Alors ça n'excuse pas le fait que certaines personnes vont commettre des atrocités, mais ça explique le mécanisme qui est à l'œuvre. De boucles rétroactives. C'est comme si nous étions la source d'émission et que la réalité, c'est-à-dire les autres et le décor, était le reflet, le miroir de ce que nous sommes. Et à chaque fois, les rencontres, les situations nous enseignent sur ce que nous vibrons. Et elles n'ont qu'un seul but, nous libérer de nos peurs, nous libérer de nos angoisses, nous libérer de nos doutes et de nos questionnements, et nous ramener toujours vers le centre. C'est par exemple ce qui explique que les gens qui ont une volonté de contrôler finalement, eh bien, sont amenés à vivre des situations où ils perdent complètement le contrôle, justement. Et ça se passe par exemple au quotidien quand on a envie que ses enfants soient élevés d'une certaine manière et certaines valeurs qui soient proches des nôtres. Donc on est dans ce contrôle par exemple de l'accès à certaines informations, à la télévision par exemple. Alors à leur groupe d'amis. À leur groupe d'amis, etc. Et que finalement, à un moment donné, on est confronté à une perte de contrôle. Alors, ça peut passer par, à travers l'enfant, qui va se révolter, qui va tomber dans l'inverse complet de ce qu'on sent être, mais ça peut être dans une perte de contrôle à un autre niveau. En tout cas, c'est souvent assez observable comme phénomène. Oui, c'est observable, et précisément ce que vous condamnez dans le monde, eh bien l'enfant va vous le faire vivre. Puisque les peurs que vous projetez sur lui, parce qu'on dit souvent « Oh, j'ai peur pour mes enfants. Voilà. J'ai peur pour mes enfants. » Mais il ne s'agit pas de la peur de l'action qu'ils commettent, mais c'est la peur qui est en vous de les voir commettre cette action. Donc en fait, c'est une peur projetée, et eux, étant des éponges et des réceptacles, eh bien, ils vont recevoir cette information où, quelque part, vous avez peur qu'ils commettent cette action, donc vous voulez contrôler la situation. Vous allez mettre tout un tas de barrières à ce que cette expérience soit vécue. Et c'est précisément ça qui va les amener, eux, à vivre et à vouloir braver cet interdit que vous avez posé. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas poser d'interdit. Je dis que l'interdit qui est posé à partir de la volonté de contrôler l'autre, et là en l'occurrence son enfant, et donc de la peur, d'un espace de peur, va faire vivre l'expérience non seulement à l'enfant, mais à vous-même. Alors ça s'explique en neurosciences très simplement. Votre cerveau ne fait pas la différence entre l'affirmatif et la négation dans ce que vous voulez et dans ce que vous vibrez. Quand vous dites à quelqu'un, dans cette pièce, surtout, ne regarde pas ce qui est bleu, eh bien, vous pouvez être certain que la personne va parcourir du regard la pièce et qu'elle va voir tout ce qui est bleu. Puisque le cerveau n'est pas entraîné à occulter. Donc ce fameux paradoxe, c'est ce qui conduit, dans l'injonction que vous posez à un enfant, un interdit, lui à focaliser son attention là-dessus. Évidemment.
c'est très important de comprendre ça, puisque en réalité, ce qui est du coup recommandable, c'est plutôt d'inviter votre enfant à faire ce que vous aimeriez qu'il fasse, que interdire ce que vous n'aimeriez pas quelle expérience il vive. Et au-delà des paroles, il y a aussi ce qu'on vibre, parce que parfois on n'exprime pas par les mots. Oui. On ne dit pas ne fais pas ça, hein, mais la peur qu'on projette sur l'enfant par un stress intérieur qu'on ne va pas forcément partager, visiblement a un effet, un impact en fait sur son comportement. Oui. Ce qu'on vibre, pour être plus précis, c'est la somme de nos actes, de nos mots et de nos pensées. Donc comme tu le disais, des fois on ne pose pas d'interdit avec les mots, mais simplement on le vibre. On le vibre parce que nos pensées sont des ondes cérébrales créatrices qui conditionnent notre champ électromagnétique. Nous sommes tous des champs électromagnétiques, donc des émetteurs-récepteurs, des antennes à proprement parler. Et ça n'a rien d'un gros mot. Nous sommes électriques, donc électro, parce que nous avons donc un système nerveux qui lui produit donc de l'électricité. Et nous sommes magnétiques puisque nous avons un cœur et des émotions qui, elles, sont donc au sens propre du terme magnétiques, c'est-à-dire qui aimantent les situations. Donc, ce qui crée notre réalité, c'est à la fois l'électrique, les pensées, les informations, parce que l'électricité, ce sont de la lumière qui est donc de l'information, et la capacité à les attirer à nous. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, eh bien le cerveau ne fait pas la différence. Donc, tout ce que je rejette, tout ce que je condamne, tout ce que je fustige, tout ce que je dénigre et tout ce que je veux voir disparaître, je l'attire. Parce qu'il y a encore une fois aucune distinction qui est faite entre l'affirmation et la négation du point de vue de notre système. Alors c'est là qu'on est amené à aller voir au-delà justement des apparences, pour ne plus être dans cette vision manichéenne des choses, c'est-à-dire juger les choses sur des fondements qui sont des fondements culturels, des fondements familiaux, des fondements sociétaux et bien d'autres. Et donc en ne posant plus justement ces jugements, de ne plus être amené en fait à y poser un j'aime ou je n'aime pas, qui viendrait plutôt d'une forme d'ego, je dirais, basé sur la peur ou sur des conditionnements aussi, beaucoup de conditionnements, et partir en fait d'une vision du cœur, je dirais, une vision pure du cœur sur les choses et les gens. Alors en fait, au niveau schématique, au niveau corporel, les peurs se situent souvent dans le bas du corps humain, puisqu'on a souvent cristallisé par des calculs dans les reins. On parle aussi de peur au ventre. Et puis c'est dans ces strates-là que vraiment se situent les instincts primaires de survie, de reproduction aussi. Et au niveau cérébral, donc à l'opposé de ces peurs, se situent les croyances, les conditionnements, etc. Et au centre, nous avons notre cœur. Et donc, toutes ces croyances, ces conditionnements, ces façons de penser, qu'elles soient individuelles ou collectives, ont été précisément érigées, créées, pour ne plus sentir ces peurs qui grondent à l'intérieur. Donc c'est comme un couvercle, comme un anesthésiant en fait, qui nous empêche de nous relier à ce centre, à cette justesse, à cette harmonie, pour pouvoir vivre la vie telle qu'elle nous apparaît juste pour nous, au moment où elle se déroule. Ce processus des apparences, c'est ce qui, comme tu le disais, nous entraîne à beaucoup émettre de jugements sur le monde et de vouloir produire des actions correctrices pour le changer auprès de nos enfants, auprès de nos familles et dans notre travail, de la société en général. Bien souvent, les gens vont s'engager. Ils vont s'engager pour ou contre quelque chose, dans une forme de militantisme, ou en tout cas, si c'est pas du militantisme à proprement parler, vont vouloir corriger toutes ces choses qui leur semblent injustes et insupportables.
Et j'utilise souvent l'image de la balançoire pour qualifier un petit peu le problème. Imaginez que vous ayez un problème et que votre problème soit sur cette balançoire, en train de se balancer. Et que vous estimez que dans le camp d'en face, c'est-à-dire que les méchants poussent derrière là, le problème pour le grossir, pour faire en sorte de nuire à la société, de nuire aux personnes, de nuire à votre liberté, de nuire à votre bien-être, de nuire à vos enfants. Eh bien vous, lorsque vous vous mettez à lutter contre ça, c'est comme si vous vous mettiez de l'autre côté de la balançoire et que vous poussiez à votre tour. Vous pouvez imaginer que vous allez donner donc un élan supplémentaire à cette même balançoire. Et que en fait le problème, au lieu de se régler, va grossir. Donc à chaque fois qu'on va finalement vouloir stopper cette balançoire, on va lui donner un élan supplémentaire. Et ce balancier va grossir. Et ça nous amène à extrapoler finalement les choses, non pas d'un point de vue simplement des relations interpersonnelles, c'est-à-dire je suis pas d'accord avec telle personne, mais véritablement de voir ça au niveau collectif et sociétal, et de voir qu'en ce moment c'est le processus qui est à l'œuvre. Lorsque bien vous avez les véganes qui s'opposent aux gens qui mangent de la viande, lorsque vous avez les féministes qui s'opposent aux machistes, lorsque vous avez les partis d'extrême gauche qui s'opposent aux partis d'extrême droite, on observe comme ça de plus en plus un phénomène de polarisation et d'extrémisation qui concourt, qui participe activement à déployer le chaos. Donc, ce qui est observable au niveau individuel est observable au niveau du couple, est observable au niveau de la famille, est observable au niveau de l'organisation qu'est l'entreprise, est observable au niveau des États, est observable au niveau général. C'est à chaque fois, on a le choix. Je dis pas que juger et à faire ou plus à faire, c'est pas là le propos. C'est juste savoir ce que ça génère, ce que ça entraîne. Et donc, dès qu'on lutte, que ce soit par la pensée, que ce soit par les mots ou que ce soit par les actes, eh bien, on renforce le phénomène que l'on veut précisément voir disparaître. Et alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, Clément, au quotidien pour tenter déjà d'identifier quand on juge selon des apparences, et puis de repérer ce dont tu parles, c'est-à-dire ce processus d'attirer à soi ce qu'on va rejeter le plus, par exemple. Alors, il peut y avoir un processus donc d'identification de nos pensées en les observant et en voyant que lorsque nous partons dans des processus de rumination, qu'on fait tourner cette idée à l'intérieur de nous-mêmes, de vouloir avoir raison, de vouloir contrôler une situation, intérieurement, ouais, mais je te l'avais bien dit que ça allait se passer comme ça, et puis c'est toujours pareil avec cette personne et tout, je peux pas lui faire confiance. C'est ça, observer que lorsqu'on part sur ces monologues intérieurs, eh bien on va changer notre état d'être, puisqu'on va passer d'un état de bien-être, ou en tout cas un état neutre à un état où on va éprouver le sentiment désagréable à l'intérieur de nous. Donc c'est pouvoir voilà, stopper ce mécanisme avant qu'il ne prenne trop de place et qu'il commence même à modifier notre chimie intérieure et à créer des hormones qui sont indésirables. Donc ça c'est la première chose. Et puis on peut tout simplement, donc pour rendre tangible ce dont on est en train de parler dans ce podcast, eh bien voir que lorsqu'on n'y arrive pas, lorsqu'on n'y parvient pas, eh bien cela envenime les situations. C'est-à-dire que plus j'en veux à mes voisins, en fait, et plus je fais tourner ça en boucle, plus mes voisins vont venir me casser les pieds parce que j'ai pas coupé la branche de mon arbre qui dépasse chez eux, que mon chien est passé en aboyant la dernière fois. Ils vont trouver tout un tas de choses qui vont me renvoyer précisément l'expérience telle que je la vis intérieurement et que je la vibre donc, et telle qu'elle est reçue.
j'ai envie de dire, une fois que vous avez validé ça, ben vous pouvez passer à l'étape 2 qui serait comment ne plus rencontrer ce genre de situation et au contraire aller vers une vie qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus aimante et beaucoup plus en accord avec ce que je souhaite. Ce que je recommande, c'est de se challenger, donc de se mettre au défi avec des choses qui, somme toute, sont pas des grandes marches, mais de pouvoir se dire, allez, jusqu'à présent, ça, eh bien, c'est ma croyance que de penser que lorsque je ne protège pas mon téléphone d'un système tel qu'une coque, eh bien, je vais le casser, puisque jusqu'à présent, à chaque fois, j'ai cassé tous mes téléphones et que tous mes écrans se sont brisés et que, si j'ai pas de coque, mon téléphone va forcément subir des chocs et des dégâts. Donc ça peut être un exemple. Si le marché est trop haut pour vous, vous pouvez prendre quelque chose de moins élevé et vous dire, bon voilà, je fais confiance à l'univers, je sors de cette peur. Et pour sortir de cette peur, eh bien, par exemple, je peux utiliser un téléphone auquel je tiens moins, ça peut être une étape, voilà, ou bien je peux aller dans cette confiance totale où je me dis que mon téléphone, il n'y a aucun risque pour que je le casse. Et je lâche prise véritablement sur cette peur. Et je fais place à la confiance. Voilà. Oui, parce que c'est pas seulement mental, hein. On est d'accord que parfois on se dit dans sa tête comme ça, allez, cette fois-ci, je vais réagir différemment, je vais penser différemment. Mais finalement, c'est quand même un phénomène intérieur qui doit se passer. C'est-à-dire, comme tu parles de vibration, c'est pas juste au niveau mental qu'on se convainc, oui. Mais c'est aussi, on le vibre, c'est-à-dire qu'on le vit dans son corps véritablement, à cette confiance. Oui. C'est peut-être de plus difficile à faire, c'est ce que tu appelles le lâcher-prise, quoi. Il s'agit d'aller revenir à l'expérience source, c'est-à-dire le moment où on a cassé notre téléphone pour la première fois, et qui a créé un sentiment de perte, hein, encore une fois, un sentiment de dommage, de quelque chose qui nous a profondément marqué, de revenir dans ce moment-là, hein, voilà, intérieurement, et de venir l'observer et lui laisser prendre toute la place. Donc là, ça va être revivre les émotions ou l'émotion associée à cet événement source. Et lorsque nous faisons cela, c'est-à-dire que nous nous autorisons à ne plus avoir peur d'aller en nous-mêmes pour revivre l'expérience intérieurement, et que nous lui laissons prendre toute la place, eh bien, nous nous autorisons à dissoudre par l'observation aimante, qui peut, comme je le disais dans un précédent podcast, prendre la forme d'une colère qui s'exprime, qui n'a pas été vécue, prendre la forme de tremblement qui représente la peur qui s'exprime, prendre la forme d'une tristesse d'avoir perdu son appareil et peut-être à l'issue tous les contacts, toutes les choses qui étaient dans ce téléphone. Et lorsqu'on fait véritablement ce processus de deuil de la situation quelque part, eh bien c'est la voie la plus directe pour pouvoir lâcher prise. Mais on peut aussi, et c'est ok, eh bien rentrer dans le conditionnement inverse, de se dire oui, mais il n'y a aucune raison de craindre que de casser mon téléphone. Et là, le processus de transformation va être forcément plus long. Puisque cesser d'emprunter l'autoroute neuronale, c'est-à-dire nourrir l'idée selon laquelle mon téléphone est en danger lorsqu'il n'est pas protégé d'une coque, eh bien va prendre un certain temps. Et effectivement, avant que je passe à l'acte, c'est-à-dire que j'enlève la coque de mon téléphone, eh bien il peut se passer un certain temps avant que je retrouve cette confiance et que je sois véritablement dans le lâcher prise. Donc là, c'est à chacun de s'écouter selon ses propres façons de faire et de mener l'expérience comme il l'entend. Lorsque le processus est fait de manière directe ou de manière plus longue dans le temps, eh bien vous pourrez observer avec grande joie que votre téléphone n'est pas menacé. Hein? Il n'est jamais menacé. Tout comme nous ne sommes jamais menacés. Oui, parce que tu prends l'exemple du téléphone, mais on pourrait très bien prendre l'exemple de la maison cambriolée, hein, une peur d'avoir des cambrioleurs chez soi, donc on met des caméras, etc. C'est pas forcément non plus parce qu'on a déjà été cambriolé, ça peut être tout simplement parce que ça ravive une mémoire, alors soit peut-être d'un cambriolage antérieur, mais peut-être aussi tout simplement d'une peur héritée des parents, ou
Quand tu parles de téléphone cassé, ça peut aussi revenir à un objet qui nous était précieux et qui a été cassé dans notre enfance, par exemple. Donc c'est pas un lien forcément direct avec la chose, et c'est applicable finalement, tu parles du téléphone, mais c'est applicable à tout le reste, quoi. Oui, c'est applicable à tout le reste, c'est-à-dire qu'à chaque fois que nous vivons comme ça une situation qui nous est désagréable, elle est toujours la résurgence d'une expérience préalablement engrammée dans nos cellules, que ce soit dans notre enfance, notre adolescence, notre expérience aussi d'adulte, dans le transgénérationnel, c'est-à-dire une expérience difficile et douloureuse et malmenante qu'aurait vécu l'un de nos parents, ancêtres, etc. Cette idée aussi de revenir toujours au présent est très importante, puisque c'est lorsque nous sortons de nous-mêmes, c'est-à-dire que lorsque nous nous sentons en retard, lorsque nous nous sentons menacés alors que nous ne le sommes pas, lorsque nous sommes dans notre tête, avec nos soucis, en train de prévoir ce qui pourrait arriver, ou ce qui devrait arriver, ce qui potentiellement arrivera, ou à partir de ce qui est arrivé dans le passé, eh bien c'est lorsque nous sommes hors de nous que ce genre d'expérience se produit. On peut l'observer quand vous êtes en retard et que vite il faut se rendre au rendez-vous, donc c'est là que vous ne trouvez pas vos clés. Lorsque vous faites le travail donc de revenir à vous, de vous intérioriser, de vous souvenir ce que vous avez fait avec vos clés quand vous êtes arrivé à la pause repas et que vous les avez déposées, eh bien vous les retrouvez. Donc la vie, à chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile, c'est une invitation déjà à revenir ici et maintenant à nous-mêmes. Et c'est dans le présent que se dissolvent finalement ces apparences sur lesquelles on base la plupart de notre vie. Oui, c'est toutes ces apparences qui nous font, lorsqu'on part à l'extérieur de notre chez nous, en voyage, juste visiter un ami, une amie, prévoir des choses, au cas où. Alors au cas où, il faut que je prenne ça et ça, parce que la dernière fois, j'en ai eu besoin. Mais ça veut dire quoi? Ce au cas où, c'est ce qui fait que quand vous partez en vacances, vous allez avoir une garde-robe et que vous allez en utiliser un tiers. C'est ce au cas où qui fait que vous allez vous en prendre à votre conjoint parce qu'il ne porte pas la valise qui est très lourde. C'est tous ces au cas où qui vous surchargent, dont on se surcharge, et qui en réalité créent des situations en chaîne qui entraînent à nouveau une espèce de mini-chaos qui devient un chaos collectif. Oui, et c'est ce au cas où qui, comme tu dis, qui est basé complètement sur l'expérience passée, donc qui nous extrait du présent, et qui nous fait vivre dans une espèce d'extrême prudence toujours. Oui, vigilance, extrême prudence. Vigilance, etc. Et qui fait aussi que on juge les apparences pour ce qu'elles évoquent de notre propre expérience, en fait, dans notre propre expérience. Puisque les apparences ne sont pas les mêmes selon l'expérience qu'on a de la vie. Pire que de vouloir contrôler sa propre existence, très souvent nous cherchons à contrôler l'existence de ceux et celles qui nous entourent, et particulièrement de ceux et celles qu'on aime. Très souvent les intentions sont bonnes, en fait. Mais elles sont bonnes que pour soi. Elles ne sont pas forcément bonnes pour l'autre. Et c'est là où, en miroir, notre compagne, notre compagnon nous renvoie que ce qui est bon pour l'un ne l'est pas Ce qui est totalement vrai aussi dans l'expérience de la maladie, par exemple. Où extérieurement, quand on a un proche ou une personne qu'on connaît qui est malade, on juge cette expérience selon les apparences, comme quoi c'est une expérience négative, triste, voilà, on y met beaucoup de mots, beaucoup de charges affectives, et pour cette personne, l'expérience est une expérience qui doit être vécue comme l'expérience qu'est la maladie. Et donc, encore une fois, c'est une question de point de vue et d'apparence. Il est à observer, au même titre que pour les enfants, lorsque nous projetons nos propres peurs sur eux, parce que nous sommes bien incapables d'y faire face, et bien que dans la maladie, c'est exactement pareil. J'ai pu voir des malades qui me témoignent que eux-mêmes
on rencontrait dans le regard de l'autre beaucoup de pitié, alors que même se sentait pas du tout au bord du précipice et qu'il se sentait même en capacité de guérir. Mais qu'au contact de cet écho, de ce regard, eh bien, ils se sont sentis pas soutenus, à proprement parler. Parce que comment peut-on soutenir quelqu'un lorsqu'on va projeter sa propre peur d'être malade sur lui? On ne peut pas véritablement soutenir l'autre à ce moment-là. Lorsque quelqu'un est malade, la meilleure façon de l'aider, ce n'est pas de sombrer avec. Ce n'est pas non plus de fuir, parce que vous avez aussi ce processus qui est en jeu, où quand quelqu'un annonce son cancer, tout à coup, son cercle d'amis... Oui, et c'est pas non plus de faire les gros bras en disant on va s'en sortir, on va vaincre cette maladie, ou tu vas vaincre cette maladie. C'est pas de ça dont il s'agit. D'ailleurs, on ne combat pas la maladie, au même titre qu'on ne combat pas les violences qu'on veut voir disparaître, qu'on condamne dans ce monde. De la même façon, la maladie se traverse et se guérit au sens littéral du terme dans le fait de lâcher prise vis-à-vis d'elle. Puisque si nous combattons la maladie, nous pouvons effectivement en sortir, mais ce ne sera que partie remise. Finalement, l'invitation, c'est toujours un changement de regard. Un changement de regard sur les choses, que ce soit ces apparences dont on parlait. Un retour à soi. Un retour à soi, voilà, qui va permettre le changement de regard. Voilà. Et notre proposition aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de vous inviter à en faire l'expérience dans votre quotidien avec des choses qui vous affectent. Et nous vous invitons à examiner sous un angle nouveau, qui est celui de la neutralité, pour observer que la réalité que vous allez vivre ne sera plus la même que celle que vous avez vécue jusqu'à présent. Quel programme, merci Clément. Merci à toi, Julie. Ce sera le mot de la fin pour ce deuxième podcast. Merci de votre écoute et à une prochaine fois, Clément. À une prochaine. Ce podcast vous a été présenté par Les Voix de l'Esprit, incarnées par Julie et Clément. Nous sommes très heureux de partager ces émissions avec vous et nous vous remercions infiniment pour votre écoute. Si cela résonne avec votre aspiration à voir notre humanité converger vers un monde plus libre et plus unifié, nous sollicitons votre participation consciente pour permettre le déploiement de cette vibration. Nous nous réjouissons de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode et nous vous souhaitons de joyeux moments.